rentrant en Haïti, c'est entre Cuba et Saint-Domingue, il y a un homme mystérieux qui fut autrefois docteur. C'est comme ça qu'il est devenu Papa Doc et président de la République. Papa Doc s'appelle aussi François Duvalier, un personnage contesté. Son portrait n'avait jamais été fait. Nous l'avons réalisé en ajoutant les unes aux autres les facettes qu'il a bien voulu nous montrer. Duvalier a 61 ans. Si ça dépend de lui, il régnera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un président à vie. Et cela se chante en créole. Parce que, voyez-vous, Haïti, c'est gentil. Président à vie, Duvalier, tout peuple à la mer. Président à vie, nous qui la joie le cœur, c'est pour réaliser. François Papa, chita chita sous chaise ou point, peuple à l'éloigner, n'a pas de problème ça papa. Mais c'est bon Dieu qui voit au ballon. Mais c'est bon Dieu qui voit au ballon. Président à vie, Duvalier, tout peuple à la mer. Président à vie, nous qui la joie le cœur, c'est pour réaliser. François Papa, chita chita sous chaise ou point, peuple à l'éloigner, n'a pas de problème ça papa. À vie Duvalier, pour tout le temps. Président Duvalier, qui êtes-vous? C'est... Tout le monde sait qui est le président Duvalier. Et les dimensions de l'homme ont été projetées au-delà des frontières nationales. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. Et l'homme intellectuel qui a consacré toute sa vie aux travaux de l'esprit et qui a écrit des œuvres pour l'éducation morale et spirituelle des générations contemporaines et celles à venir, croit avoir travaillé au bénéfice de la communauté haïtienne, bien avant de devenir président de la République. Combien d'heures par jour travaillez-vous? J'ai travaillé de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures, 3 heures de l'autre matin. Alors, tous mes partisans et amis, n'est-ce pas, se sont inquiétés de cela et sont très, très fâchés contre leur président et leurs amis, parce que je travaille trop. C'est ainsi que je suis. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Il y a aujourd'hui 11 ans. Le président est marié. Il a 4 enfants. Mais il dort au palais, là, sur ce canapé, et parfois tout habillé. C'est un homme seul et secret. Depuis 11 ans que je dirige les affaires de la République, je mange seul à cette table, seul. Tous les jours? Tous les jours, sans la présence d'aucun membre de ma famille, pour pouvoir continuer à réfléchir et à penser sur les affaires de la République. Mais vous ne quittez pas souvent le palais, je pense. Oh, très souvent, je quitte le palais, et surtout la nuit, pour pouvoir inspecter. Ah oui? J'ai une sorte de déformation mentale, il faut que j'inspecte les rues de Port-au-Prince pour voir si elles sont propres, en tant qu'officier d'hygiène publique.
de l'université d'Ann Arbor. Ça vous vient de votre ancien métier, ça? C'est mon ancien métier. C'est une déformation mentale chez moi. Et vous partez la nuit comme ça, seul, sans rien dire? Parfois, mon service de sécurité a beaucoup de peine à me retrouver. C'est là que je travaille, le samedi et le dimanche, le soir, la nuit. Ce bureau qui est en face de nous, là... Le bureau qui est en face de vous, c'est le bureau où savait s'asseoir à cette table l'illustre président du Marseille estimé. Dont vous avez été le ministre. J'étais le ministre du Travail et de la Santé publique. Sa photo est là, il regarde sa place. C'est intentionnellement que la chaise est tournée de ce côté-là. Cette chaise est tournée, c'est pour permettre à la secrétaire, n'est-ce pas, de taper sur le téléx. Le téléx, oui. Oui. Parce que je reçois constamment des câbles, n'est-ce pas, des quatre coins du monde, de mes ambassadeurs qui se trouvent à l'extérieur. Quand Duvalier prend l'air, c'est toujours par surprise. Ici, il vient rendre hommage à un prédécesseur. L'histoire d'Haïti commence en 1804. Les Haïtiens étaient jusqu'alors des esclaves. Depuis cette date, ils sont indépendants, mais très pauvres. C'est parce que Duvalier est un dictateur, affirment les démocrates. Les démocrates ont la mémoire courte. Des présidents à vie, il y en a eu 7 avant celui-ci. La scène est érigée par la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, Ah oui. le grand fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici, Il a été assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? Oui, c'est le Pont Rouge. Pont Rouge. Le Pont Rouge. Pont Rouge. Et par qui a-t-il été Il a assassiné? été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Un président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui. Il doit être un homme dans toute l'acception du terme. Oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire feu sur le président de la République. Effectivement. Oui, parce que c'est le job. C'est le job des fous. C'est le job des fous. C'est pourquoi le colonel lui-même, il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. S'il n'a pas peur des assassins, il faut tout de même croire qu'il redoute quelque chose. Son palais de Port-au-Prince est une véritable forteresse. Toutes les armes et toutes les munitions du pays s'y trouvent concentrées sur son ordre. Épicure a dit « On ne peut pas gouverner par la crainte sans craindre soi-même ». Qui sont les ennemis de Duvalier? De quoi a-t-il peur? Il y a contre lui un complot permanent, de l'intérieur comme de l'extérieur. 12 fois déjà, les exilés haïtiens ont lancé des commandos de débarquement pour le renverser. Un avion parti de Floride est venu jeter des bombes sur le palais cet été. Elles n'ont pas éclaté. La garde présidentielle n'a rien d'une garde d'honneur, sauf à l'entrée principale. Un énorme tonton macoute veille devant le bureau du président. On ne voit jamais l'armée. Il n'a pas confiance en elle. On dit qu'il n'a confiance en personne. Les gens qu'il paye pour le protéger se surveillent entre eux, s'épient, se contrôlent. Tout le monde a peur de tout le monde, jusqu'au seuil de la porte derrière laquelle il travaille. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier? Le peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote, le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation, m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende, mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple.
Ce peuple, dont Papa Doc dit qu'il est le père, ressemble à un orphelin. Les Haïtiens sont les gens les plus doux de la terre, mais aussi les plus déshérités. Ce qui les fait vivre, c'est le café. Mais peut-on appeler ça vivre? Il n'y a pas d'industrie, presque pas de route. Les gens vont pieds nus. Un Haïtien gagne en moyenne 150 francs par an, quand il les gagne. À tous les stades, c'est le plus bas niveau de l'hémisphère. Duvalier a chassé les Américains pour être plus libre. Il a remis la minorité mulâtre à sa place en supprimant ses anciens privilèges. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas de circuits commerciaux. On perd tout son temps dans les marchés locaux pour vendre le peu qu'on produit. Les marchandises qu'on échange sont strictement de subsistance. Elles mettent toujours en jeu de très petites quantités. Et pendant ce temps, à 1000 années-lumière de là, le doctrinaire Duvalier exprime ses vues sur l'état dont il se dit le rénovateur. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Dans la conception duvaliériste, les plus capables sont ceux que le maître s'est choisis. Ils peuvent attendre des heures avant qu'on les appelle en consultation. Le gouvernement haïtien compte 13 membres. Aucun n'a rang de ministre. Ses secrétaires d'État sont aux ordres d'un homme qui garde tout pour lui. Nous avons fait l'expérience de sa méthode. Quand Duvalier parle, on l'entend à peine. 3,0 millions d'euros. À la Banque populaire colombo-haïtienne, 1,0 million d'euros, soit il faut une concentration exceptionnelle pour arriver à saisir ce qu'il dit. Dans ces conditions, l'échange de vues devient impossible. Et bien heureux l'exécutant qui aura tout compris. Le paradoxe chez cet homme vient du déphasage entre les vues qu'il exprime et la réalité telle qu'elle est. D'aucuns l'accusent de tout faire pour freiner le développement de ce pays qu'il connaît pourtant si bien. Son premier souci, disent-ils, c'est de garder le pouvoir, et c'est à quoi il travaille. Le reste n'est que verbalisme. Il y a du vrai dans ce jugement. Tous les dictateurs ne se servent-ils pas de la misère pour justifier leur méthode de gouvernement? Il arrive même qu'ils éprouvent le besoin de montrer cette misère, comme s'ils voulaient dire « Regardez ce qu'il me reste à faire ». Dans le cas particulier, on pourrait comprendre que les choses n'aillent pas vite. Le budget d'Haïti est inférieur à celui d'un canton suisse. Cela n'empêche pas la grandiloquence. C'est ainsi qu'après les taudis, Duvalier nous conviait à voir ses grandes réalisations. Oui, c'est ce beau building blanc avec une enseigne rouge. Oui, d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été Oui, fait? tout ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça du nom de ce grand leader noir-là qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. L'aéroport de la capitale représente la seule réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais cette médaille a son revers. Maintenant, les forces vives de la nation disposent d'un moyen rapide pour aller exercer leur talent ailleurs. C'est encore un des drames de l'ère duvalieriste que de pousser les meilleurs Haïtiens à quitter le pays. Mais outre
trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous faites. Parce qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, cela figure. Oui. Et puis, à l'Université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé chez vous. C'est parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Ça s'appelle Office national d'action communautaire. Oui. Ça s'appelle l'ONEC. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme dans votre pays? J'ai baissé, c'est à 85%. 85% aujourd'hui, il était parti de 90%. Cela se passait il y a plus de 20 ans. Le voici au ministère de l'Éducation nationale pour une séance de signature. Toutes ces entreprises sont marquées du sceau de la lenteur, parce qu'il tient absolument à tout contrôler lui-même. Aucun de ces actes ne saurait se passer de déploiement de force. Il y a toujours autour de sa personne un impressionnant rideau de protection. Les voici, les fameux tontons macoutes de Duvalier. Il s'agit d'une milice populaire qu'il a créée le lendemain de son accession au pouvoir. Elle se substitue à l'armée, à la police. On reconnaît les tontons macoutes à leurs lunettes noires et aux revolvers émergeant des ceintures. Ils sont omniprésents. Leur nom veut dire croque-mitaine en créole. Ce sont des exécuteurs, des dénonciateurs, des tortionnaires. Le fer de lance du régime. On dit depuis peu que Duvalier aurait enfin compris qu'il doit freiner ses nervis s'il veut éviter de conduire le pays à la ruine totale. Il y a en effet un début d'apaisement en Haïti. Et c'est peut-être à quoi le peuple applaudit. Pour Duvalier, cette interprétation est sans doute un grossier mensonge. Selon lui, seule sa doctrine explique que les choses aillent un peu moins mal. Il m'a déclaré sereinement, nous voici au terme de la première phase du renouveau national. Dès maintenant, nous inaugurons le grand démarrage économique. Le duvalierisme va transformer chaque Haïtien en un consommateur. S'il pouvait dire vrai. Mais les chiffres sont là, qui démentent ses prévisions. Au rythme où vont les choses, Haïti ne peut émerger du sous-développement avant longtemps. Duvalier rebute encore trop les investisseurs étrangers. Voici maintenant une nouvelle facette du personnage. Nous sommes sur un chantier qu'il est venu visiter. Aurait-il fait ce geste si notre caméra n'avait pas été là? Ce n'est pas la paye qu'il distribue, mais un cadeau royal. Un seul de ces billets représente le quart du revenu annuel moyen d'un Haïtien. Le reste de la liasse est jeté à la foule.
Le 22 joue un rôle... Le 22 juin, c'est la présidence à vie. Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, c'est Mon exact. révolutionnaire. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Hein? Excellence. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, c'est toujours un 22. Toujours un 22. Et c'est ainsi que la roue tourne en Haïti. Pour l'heure, à part le café et le rhum, les seules rentrées comptabilisables viennent du casino de Port-au-Prince. L'établissement est sous contrôle direct du président de la République. Il fonctionne selon une formule inédite. Sa direction paye les joueurs pour qu'ils jouent. Cela paraît incroyable, mais c'est comme ça que l'argent rentre. Le casino offre aux joueurs le voyage en avion, 3 jours de vacances au palace, plus $500 en jetons. Tous sont américains. Ils ont des allures de gangsters. Comme les mises sont fortes, elles dépassent toujours les termes du forfait et c'est ce qui fait le bénéfice. Voilà par quoi s'amorce la reprise économique en Haïti. Du coup, Papa Doc est encore plus critiqué à l'étranger. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race. Pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalierisme. Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. Duvalier a raison sur un point, c'est quand il dit « Je ne suis pas une doublure ». On peut le croire. Rien en lui ne rappelle la soumission de ses prédécesseurs. Il a compris ce qu'aucun d'eux n'avait même entrevu, à savoir qu'il fallait créer en Haïti une conscience nationale avant toute autre chose. Si Duvalier la fonde sur le nègre, comme il dit, c'est que le nègre représente plus de 90% de la nation et qu'il n'a jamais eu sa chance. Malheureusement, après 11 années de pouvoir, le duvalierisme n'a pas concrétisé ses promesses. On en reste au stade des mots. Et Duvalier passe non sans raison pour un puissant démagogue. La démocratie, pourtant, n'arrangerait rien. Il faudrait d'abord que les gens sachent lire pour qu'elle fonctionne. En attendant, le président apparaît surtout comme l'ordonnateur d'un spectacle tragicomique. En fait, il incarne tout bonnement une forme un peu plus calamiteuse de la fatalité inhérente aux pays sous-développés.
pays, la politique est le seul moyen de la réussite personnelle. Voilà pourquoi les 100 000 opposants condamnés à l'exil par le régime sont tous plus ou moins candidats à la présidence, et si possible, à vie. La Révolution vous assure que notre connaissance de voie caïman nous donne des pouvoirs pour vous protéger du mal. On parle de prisonniers politiques dans les prisons de la République d'Haïti. J'ai demandé moi-même à la Croix-Rouge internationale de Genève de venir faire une enquête en Haïti. Ils m'ont interrogé. Des accusations ont été portées contre la République d'Haïti sur 1758 violations de droits humains, alors que presque tous les membres des Nations Unies peuvent bien être accusés de violations de droits humains, et surtout les grandes démocraties de l'Europe et de l'hémisphère occidental. Je crois, en tant que sociologue, en tant que folkloriste, en tant qu'anthropologue, en tant qu'historien, pour avoir étudié les doctrines et les philosophies du nouveau et de l'ancien continent, que ces attaques sont étroitement liées à un problème racial. Notre dog qui était au palais national à jamais, que votre nom soit sanctifié. Ne pardonnez pas le décès de nos compatriotes et laissez-les souffrir empoisonnez-les de l'eau. Ne les délivrez pas du mal. Les sources du palais ont confirmé que la conversation de Papadoc avec les têtes décapitées de ses traîtres a été convaincante. J'espère qu'au cours de cette grande conférence, on arrivera à une nouvelle déclaration des droits de l'homme pour l'humanité souffrante. Working with the American mission, Duvalier came back with the knowledge that the belief goes along with the behavior of the people. And that's how he got the people believing him as, and not only that he was involved in spiritism, he was dealing with the spirits of the other, of cosmic spirits, you know, in the cosmos, but also he was dealing with people who believe strongly in voodoo, and he had them for helpers. Nous saluons le porte-parole du département d'État qui a déclaré au commandant des marines que la façon la plus adéquate d'appuyer les objectifs nord-américains en Haïti est d'aider à maintenir Duvalier au pouvoir. There is no danger because everything is under control under my leadership. In order to stop any invasion, I have an outstanding police outside of this country. I know everything in Europe, in the USA, in the Latin American countries. But I do not have enough money to pay to the members of the secret police. C'est parce qu'il a demandé des prêts pour le travail révolutionnaire de Papadoc que l'ambassadeur américain est devenu macoute d'honneur. Even in the States, you have the secret police, you have the CIA, and several others. Nobody can know. But here in Haiti, the secret police is carried out by the whole nation. Trust me.
because we have Cuba before us. We have to be careful. Village infecté de guérilleros, les forces du gouvernement ont fusillé 300 civils. Mademoiselle Sansaric a pleuré, mais le capitaine Borges lui a séché les larmes avec sa cigarette allumée. Et il a ensuite mutilé le corps de la rebelle, âgée de 4 ans. If they want to let the leader of the nation working hard, if we do not have armed invasions, if we do not have that, the future of Haiti will be a wonderful future under my leadership. Monsieur Graham Greene, on a parlé de Tonton Macoute, son livre qui n'a pas de valeur, appelé Les Comédiens. Ceci faisait l'objet de conspirations internationales politiques contre la première république noire indépendante du monde. La presse internationale qui écrivent ainsi doivent savoir que les volontaires de la sécurité nationale, si devant miliciens, et qu'ils appellent Tonton Macoute, qui a été créé par le président de la République, ce corps est un corps national et populaire. On a l'impression que parmi tous les peuples de la terre, la République d'Haïti pour transférer son esprit à Babidoc, ce dernier poursuive sa mission. For 14 years, he came to a certain peace when he died. Therefore, he gave Jean-Claude a strong and beautiful power. That's the God of war. 10 years from now, you will not recognize Haiti. Declared to me that he's a liberal, that he wants the people to feel free and happy. Reagan's victory was the success of Duvalier's regime. They were upset with Carter's human rights. Hommage au Ougan Macoute qui a enseveli un taureau vivant pour faire mourir Carter.
the Son of God, had the faculty of moving around to ride you like a horse than to come and ride in your head. Les Ougans font revivre notre Papadoc. Je suis le moulin qui broiera l'opposition. Mes ennemis ne peuvent me reprocher qu'un crime, celui d'aimer trop mon peuple. Pas faire la magie que pour nous arriver à détruire le monde. Nous devons chercher le mieux-être de tous. Alors pour chercher le mieux-être de tous, il faut que ou toujours faire travail ou très bien, de manière pour l'État pas obligé pour rentrer dans la question comme ça. Parce que depuis rentrer dans la question comme ça, parce que il y a une sorcellerie et que nous toujours à éviter, et ces sorcelleries même nous combattre. If it's job, they search for that. They receive money for that. Oui, parce que lui-même, c'est lui-même qui peut délivrer le roi dans des certaines circonstances. Le développement, l'élévation continue, le niveau de vie matériel et spirituel demande la société haïtienne, le respect intégral, l'application systématique des droits de l'homme, des libertés citoyennes. C'est donc sur la base de coopération mon gouvernement d'intensifier des liens étroits à ses amis partenaires traditionnels. Le démarrage économique de la nation, vous avez construit la discipline. Tout cela investit le présent du poids de l'avenir pour des mœurs. L'objectif de la politique démocratisation pour laquelle se bat la révolution au pouvoir, qu'elle jour d'asseoir définitivement en vue de rester fidèle à l'esprit de dévouement, à l'idéal de justice. Donc vous avez fait montre cet itinéraire d'épopée qui forme une imposite démocratique. The government claimed that I was trying to overthrow the government. So they arrested me and I spent 6 years in jail, 6 years in Fort Dimanche. À conséquence de ce lieu, les Américains offrirent asile à Patrick s'il s'accusait d'un crime qu'il n'avait pas commis. Mais quand il se souvint de ses compagnons de prison qui devaient encore ramasser leur diarrhée avec leurs propres mains et étaient violés au fer chaud, il refusa. They can be in the jail. With the communists? I don't know. I think you can understand me. But let me tell you something. We are very friendly people here. We don't no crime here. I think you know that. I think you know that. No crime here. We are very friendly people. If there's no crime here, what's the problem? The so bad thing about Haiti. Au meeting pour les droits de l'homme auquel assistaient les diplomates occidentaux, l'ordre a été rétabli par 60 macoutes qui ont dû frapper les paroles. Reagan a fait l'éloge de la coopération multiforme de Duvalier. Les États-Unis, la CD, tout des autres, c'est good. Comme les chefs là, il y a un grade dans la tête, et pour le prince,
conflit qui est à la tête, il va aller directement. Il va tout le monde au pouvoir à faire sous l'ordre sécurité, selon la religion. Aux États-Unis, c'est pas le président, mais Magie. Qui va pour président ici, pas qu'on a Magie. Mais tant que Magie gouverne le monde, tout chef, tout le monde qui tête, ils ont pays, il est obligé de servir de Magie. Il est capable de gouverner puisque Magie gouverne. Magie gouverne. Haïti a marché vers le progrès, dans l'unité, la paix, pour tout vivre. Le soleil là, l'éclairé pour tout le monde. Mardi gras, n'a pas les amuser. Reagan a promis des crédits militaires s'élevant à 499 millions de dollars. Haïtiens, Haïtiennes, mes chers concitoyens, la révolution commence. La liberté de l'homme au travail, son espoir d'améliorer les conditions de son existence, exige l'attention soit portée à problèmes urgents et des rapports entre le patronat et les forces du salariat. Les champs d'une plantation de propriété américaine ont été brûlés par des travailleurs mécontents. Non, Cuba, les plus possible. Les sources patriotiques ont dû défendre la sécurité nationale en réduisant au silence les plaintes d'une femme enceinte avec des coups de pied qui ont malheureusement fini par la faire avorter. Dans la rue, les citoyens sont priés de se tenir éloignés des voisins qui doivent être pacifiés. Tout ce qui n'est pas facile pour nous, nous avons une c'est difficile. Pour dire comment faire, soit arrêter, soit faire. Come on, we are just 20 people. You see when they're going to say this is not my coat. With your eyes? And you see that man. Be serious. Pour faire magie blanc, il y a un jour pour faire magie noire. Alors, nous qui veut faire partie ensemble avec nous, nous toujours prenons précaution avec ça. No, my God, is a phone. We are friendly people. But one thing we don't like, when you go back to the United States or to... Reagan t'a sauvé de la justice. Il devait te punir pour tes crimes atroces. Mais nous ne te laisserons plus, ni toi, ni tes macoutes, nous torturer, ni nous voler notre pain et notre terre. Eh bien, ça, il y a des jours, il n'est pas vrai. Il y a des jours, il peut arriver, il y a des jours, il ne peut pas arriver du tout, c'est une illusion. Les hordes réclamant la justice sociale et économique sont en train d'enflammer la terre. Mais l'ordre sera restauré avec l'aide militaire envoyée à nos nouveaux leaders par Reagan afin de nous aider à créer l'image brillante d'un plan économique exemplaire pour notre région.
le président nous a pensé bien au pays. Nous avons pensé de bien, mon Dieu, toujours pour plaisir dans ça. Tout à la bonne solution, tout à ça. De tous ceux qui se veulent dignes d'être les descendants des preux de 1804. À vous donc qui avez établi les stratégies de cette révolution, à vous qui en assurez la marche triomphale avec tant de maîtrise, à vous, Monsieur le Président à vie de la République, revient le droit de faire le point de la conjoncture et de dégager aujourd'hui les perspectives d'avenir du développement haïtien. Fidèle et fervent comme nos ancêtres des premiers temps de la conquête nationale, le peuple de la nouvelle Haïti, dans un même élan d'enthousiasme, s'apprête à écouter la voix du maître d'œuvre. Aussi, votre Excellence voudra-t-elle bien me permettre de la prier de prendre place au microphone? Je l'en remercie. Concitoyens et concitoyennes, je me retrouve à cette tribune traditionnelle du 2 janvier, non seulement grandi dans la ferveur du culte des aïeux, mais surtout le verbe dynamisé par le vaste et irrésistible courant des accélérations successives imprimées par l'histoire de notre société pendant bientôt 2 siècles à l'émergence des républiques postcoloniales. Je me retrouve et je vous retrouve la flamme revivifiée au souffle des héros d'une des plus grandes entreprises universelles de la liberté, géants qui propagèrent le génie libérateur de 1804 en faveur des majorités du Nouveau Monde contre la citadelle d'oppression. Et parce que nous sommes, vous et moi, les héritiers légitimes de ces bâtisseurs de civilisations caraïbes et américaines, d'égalité et de justice, il est légitime que la réflexion
et le discours politique du jour revendiquent notre noblesse et notre fierté d'avoir aujourd'hui accentué l'enrichissement du patrimoine avec le nouvel armement stratégique des batailles de la paix. Le développement, comme vous le savez, constitue le champ opérationnel de ces combats. Les meneurs successifs de l'après 1804, confrontés à l'urgence des reconversions du contrat social nouveau, formulé par la révolution politique de notre indépendance nationale, auront parcouru une longue marche entrecoupée de ruptures douloureuses. Nous avons reçu de leur quête d'équilibre entre des classes déterminées par la stratification saint-domingoise, cette admirable plateforme aménagée par le leader de 1957, mon illustre prédécesseur et père, le docteur François Duvalier. Prenant appui sur ce support de l'unité nationale, nous avons donné le branle à notre révolution économique, ensemble de propositions et d'entreprises efficientes pour conduire la communauté dessalinienne au terme de son destin de grandeur. L'histoire de la première décennie de mon leadership retiendra, avec les masses et les élites haïtiennes, que la mise sur rail de cette stratégie est effectuée dans le dialogue démocratique, y ajoutant le plus souvent possible des concertations d'homme à homme sur le terrain de l'arrière-pays pour motiver et mobiliser au profit de la grande croisade du développement les couches jadis les moins sollicitées. La tribune de la coordination et de l'information a connu un remarquable effort de croissance et d'amélioration qui vient de culminer après la modernisation du journal Le Nouveau Monde et l'implantation de la radio nationale avec la mise en onde de la télévision nationale. Et cette politique d'équipement de l'information s'est également préoccupée de la qualification des cadres dont plusieurs se sont recyclés ou spécialisés dans des centres étrangers technologiquement plus avancés. J'éprouve la plus grande fierté de pouvoir clamer à la face du monde que les médias gouvernementaux ne se sont jamais écartés de la noble et patriotique mission de véhiculer la seule thématique susceptible d'enrichir la formation spirituelle, morale et culturelle de l'homme haïtien dans le respect rigoureux de son identité, de sa dignité et de son rêve de développement. Je me suis même volontairement dépouillé de toute tendance monopoliste, qui se fut d'ailleurs irréfutablement justifiée dans la suprématie des intérêts de la révolution économique pour ouvrir un espace libéral à la circulation de l'information et de l'opinion. J'en espérais, et j'en espère encore, une concertation féconde des intelligences et des talents autour des objectifs essentiels de l'avenir en construction, l'exploitation fructifiante, la critique objective et de l'autocritique honnête au profit de la réflexion quotidienne et collective sur la réalité nationale. Et mon espoir se raffermit de la certitude d'avoir récemment indiqué la voie de la grandeur par l'exemple et la leçon. Je continuerai, Haïtiens mes frères, à stimuler l'épanouissement progressif de notre démocratie avec la participation des catégories intellectuelles comme moi, motivées aux entreprises de promotion économique de la majorité et de la société tout entière. Le libéralisme gouvernemental génère et procède de notre remarquable politique de paix et d'harmonie. Au département de l'Intérieur et de la Défense nationale, où fonctionne chaque jour
les mécanismes de sécurité des personnes, des biens et du territoire, des cadres conscientisés veillent scrupuleusement sur le maintien rigoureux des conditions de cette paix. Ils en auront garanti l'existence, le renforcement par une approche souple et flexible des activités du corps social, laquelle se révèle suffisamment intelligente pour désamorcer les tendances les moins caractérisées aux antagonismes futiles. Toute cette stratégie implique, bien entendu, une étroite participation à la politique gouvernementale de décentralisation avec un programme systématique de réhabilitation des communes et municipalités de 9 départements géographiques de la République. Nous avons atteint à ce carrefour de 2 décennies hautement significatives le moment historique de la grande combite pour une accélération percutante de la révolution économique. En effet, chers concitoyens, l'œuvre grandiose en gestation nécessite non seulement l'ordre, la paix, la stabilité, le nationalisme éclairé, la confiance réciproque entre les diverses composantes de la communauté nationale, mais encore, et ceci découle de cela, la mise en œuvre d'une politique économique et sociale réaliste. Par ainsi, se définit et s'impose le rôle du pouvoir politique en tant que gestionnaire et coordonnateur des activités de tous les secteurs. Les choix et les priorités retenues par mon gouvernement participent de tous les aspects de la vie nationale. Les objectifs majeurs poursuivis durant l'exercice écoulé visaient à garantir la suffisance alimentaire, à réduire le déficit de la balance commerciale, à améliorer les revenus des masses urbaines et rurales, à stabiliser les prix intérieurs des biens essentiels et à contenir l'inflation. Cette nomenclature non exhaustive situe ma philosophie politique de régénération progressive et certaine de l'homme haïtien. Et les pouvoirs publics se sont dotés des moyens qui permettent d'en projeter la vision sur la réalité. Des mesures pertinentes ont porté sur la fiscalité, les prix, le crédit et la dépense publique. Avec l'exercice 1979-1980, mon gouvernement franchit un nouveau seuil et accède à un nouveau palier dans la lutte contre le sous-développement. Donnant suite aux engagements souscrits aux assises de la commission mixte tenue à Washington en août 1979, l'État haïtien a centralisé en un compte unique dénommé Trésor public toutes ses recettes fiscales dont la perception désormais est exclusivement confiée aux 2 administrations suivantes, l'administration générale des douanes et l'administration générale des contributions. Du même coup, sont rentrées dans le trésor public pour être redistribuées après comptabilisation toutes les recettes affectées auparavant à d'autres fins. C'est à partir de cette décision que l'Office du budget a établi le budget global qui embrasse pour la première fois la totalité des ressources de l'État et prend en charge l'approvisionnement de tous les organismes publics par des allocations budgétisées. Cette réforme profonde est engagée en vue d'arriver à une présentation du budget national nouvelle tant dans ses éléments essentiels que dans sa structure même. D'un montant global de 192 millions de gourdes
pour l'exercice fiscal 1958-1959, le budget national est passé à un montant d'1,7 milliard de gourdes pour l'exercice en cours. Cette performance révélatrice s'explique en particulier par l'application des mesures adoptées par mon gouvernement dans le cadre de la réforme fiscale et budgétaire. Celle-ci s'est attachée principalement à l'amélioration des structures budgétaires afin d'adopter une classification fonctionnelle devant déboucher sur une programmation et une distribution rationnelle des recettes et des dépenses publiques. Ce réaménagement positif des structures doit conduire nécessairement à une meilleure coordination des tâches, la planification globale du développement national et la consolidation des comptes gouvernementaux, créant ainsi un cadre plus conforme à une gestion efficiente du secteur public. Notre politique fiscale s'est engagée, d'une part, dans le contrôle rigoureux de la perception des recettes afin d'éliminer la fraude ou l'évasion, d'autre part, dans l'expertise systématique des franchises douanières consenties par l'État aux investisseurs industriels, et elle s'oriente de plus en plus vers la justice fiscale. Pour la première fois dans l'histoire financière de notre pays, les recettes et la dépense réelle de l'État ont pu être déterminées avec exactitude et les prévisions de rentrée budgétaire ont été dépassées. Ce bilan positif de croissance illustre ma politique d'équilibre dynamique entre les secteurs de l'économie nationale. Mon gouvernement a dû intervenir de plus en plus souvent afin de fixer les prix de certains produits de première nécessité et de certains services qui, laissés au libre jeu de l'offre et de la demande, se seraient trouvés très vite hors de portée des catégories sociales à bas revenus. Dans les prochains mois, l'action du département du commerce et de l'industrie s'accentuera sur une révision de la législation sur les prix en coordonnant les divers textes actuels concernant la matière et en les adaptant aux nécessités du moment. La détermination de marges bénéficiaires pour les principaux produits de première nécessité et les services essentiels. Une réorganisation qualitative et quantitative du service d'inspection des comptoirs de produits de consommation. L'expérimentation de magasins pilotes qui seront installés dans les zones d'habitat des catégories sociales les plus défavorisées et qui auront pour but de mettre à leur portée des produits courants à bas prix. Il importe de signaler que ma politique de lutte contre l'inflation et de stabilisation des prix va utiliser de plus en plus largement l'instrument tarifaire qui consiste à proposer à l'autorité financière la réduction des taxes sur les produits de première nécessité et à compenser la baisse de recettes subséquentes par l'aggravation de la fiscalité pour les produits de luxe ou non essentiels. Et pour absorber le plus que possible le méfait de l'inflation importée, j'ai prescrit et obtenu que l'extension des opérations de crédit
à moyen et long terme, leur orientation privilégiée vers les secteurs productifs de l'agriculture et de l'industrie provoque une relance certaine et substantielle de l'économie nationale. Dans cette ligne d'action, l'effort conjugué du département du commerce et de l'IDAI visera également la distribution du crédit aux petites et moyennes entreprises. Il convient de souligner la création et l'organisation de la Banque centrale et de la Banque nationale de crédit en lieu et place de l'ancienne Banque nationale de la République d'Haïti. Le pouvoir monétaire que détient la Banque centrale par sa fonction de création de la monnaie obligatoire consiste à faire en sorte que notre économie soit correctement irriguée en moyens de paiement pour ne pas gêner les transactions des entreprises et des particuliers, ni provoquer de récession ou de tensions inflationnistes. En liaison avec les pouvoirs publics, la Banque centrale doit sauvegarder la valeur de la monnaie nationale en adaptant sa création à nos besoins économiques. En définitive, nous voulons que la Banque centrale soit étroitement associée à la politique nationale du développement économique et social. L'expansion de l'industrie se développe dans le cadre de la loi sur les industries nouvelles qui stimule l'investissement par l'octroi d'avantages fiscaux et douaniers. Des entreprises de sous-traitance représentant un investissement global de 5 millions de dollars et génératrices de 3 500 emplois nouveaux se sont installées au cours de l'année écoulée. Ce résultat s'amplifiera dans les prochains mois grâce à l'action de l'ONAPI, devenue récemment fonctionnelle et qui ne tardera pas à atteindre son véritable rythme de croisière du fait de la mise en place récente de ses organes de direction. Les bénéfices de cette politique se traduisent en chiffres dont l'éloquence se passe de commentaires. Cependant, cette croissance plus que significative ne doit pas faire oublier la persistance de certains déséquilibres structurels et la tendance déficitaire de la balance commerciale. L'un des coefficients de nos échanges extérieurs au cours des 5 dernières années a été en effet le déséquilibre de plus en plus marqué entre nos importations et nos exportations. Tandis que les prix des produits importés ont suivi le mouvement inflationniste ascensionnel, les produits exportés ont vu leur prix stagner quand ils n'ont pas carrément reculé. Pour pallier à ce déséquilibre, un service de promotion des exportations a été créé au sein de la direction du commerce extérieur du département du commerce et de l'industrie et s'assigne comme tâche essentielle la recherche de débouchés nouveaux pour nos produits, accompagnés d'une incitation à l'amélioration de la qualité des produits extérieurs. L'action de mon gouvernement se veut coordonnée pour un développement socio-économique intégral de l'homme haïtien. C'est pourquoi, peuple haïtien, convaincu que la poursuite d'un développement industriel efficace ne peut se réaliser en ordre dispersé, je recherche avant tout une meilleure coordination entre les autres organismes publics. C'est dans cet esprit que le département du commerce et de l'industrie travaille conjointement avec l'Institut de développement agricole et industriel en coopération avec l'ONUDI en vue de la réalisation d'un complexe textile intégré
dans le plateau central, plus précisément à Thomonde. L'exécution de ce programme devrait susciter 3 000 emplois directs et indirects. D'autre part, en conformité des directives contenues dans le plan d'action immédiate, le département du commerce et de l'industrie favorise hautement la création d'une fédération des industriels haïtiens organisée à partir de branches d'activités spécialisées, de même qu'il travaille actuellement à la mise en place d'un système de concertation permanente avec les industriels afin d'examiner avec eux les questions spécifiques de leur branche et envisager les solutions les plus adéquates. Et le dialogue avec les agences de coopération externe, la concertation avec le secteur privé s'approfondissent intelligent, prospectif et axé sur notre réel. Engagé dans un processus de développement dynamique et pour prévenir toute cause de freinage, notre économie doit être soutenue par des services collectifs nombreux, importants, efficaces. Aussi, l'État prend-il de plus en plus en charge les secteurs de grande utilité nationale, comme en témoigne le niveau des investissements publics durant l'exercice écoulé. Investissement s'élevant à plus de 620 millions de gouttes courantes d'origine interne et externe. Le secteur des infrastructures routières s'est enrichi des réalisations suivantes. Poursuite de la construction de la phase 2 de la route du Sud, Vieux-Bourg-d'Aquin-Les Cailles, aux constructions de routes asphaltées de deuxième classe dans la plaine du Nord, réhabilitation de routes secondaires agricoles, Saint-Raphaël, Pignon, Grande-Rivière du Nord, Baron, Les Cailles, Campérin et Carrefour Tomaso, aux constructions de routes de desserte dans l'aire de l'ODN. Parallèlement, se sont effectués les travaux d'entretien des deux principaux axes routiers et de certains tronçons de routes départementales, notamment Mirebalais-La Chapelle et Mirebalais-Thomonde. Le transport maritime a élargi son champ d'activité. Achèvement de la reconstruction de l'ancien wharf de Port-au-Prince, construction de 3 ports de cabotage à Port-de-Paix, Port-au-Prince et Jérémie, soit par des études de réalisation prochaine, études du port du Cap Haïtien, études de l'installation d'aide à la navigation, phares et balises pour tout le pays. À l'actif du transport aérien doivent être retenus les importants travaux exécutés à l'aéroport international François Duvalier de Port-au-Prince, l'extension de 2000 pieds de la piste d'atterrissage lui permettant de recevoir les plus gros types d'avions, l'agrandissement du complexe d'accueil et de l'aire de parking pour avions, l'augmentation de la capacité des entrepôts constituent autant d'interventions heureuses. Allant de pair avec ces travaux, des stages d'entraînement ont familiarisé tout le personnel avec les moyens de lutte contre l'incendie. Ajoutons-y la formation de 20 nouveaux opérateurs radio, un financement de près de 120 millions de gourdes de ressources tant internes qu'externes a été affecté à ce sous-secteur. L'achèvement et la mise en opération
de la centrale hydroélectrique Jean-Claude Duvalier de Drouet ont augmenté le potentiel énergétique des villes de Saint-Marc et d'Agonaïves, électrifié les bourgs de Pont-Sondé, Pont-Lester et une bonne partie de la plaine de l'Artibonite. Du même coup, les pompes d'irrigation de Déronville ont bénéficié d'une source d'énergie stable et peu coûteuse. D'autres villes ont été dotées d'installations thermiques de génération du courant électrique. Citons Gangoise, Marfranc, Ouanamètre, Saint-Louis-du-Nord. Les investissements consentis à ce sous-secteur ont atteint un montant de plus de 40 millions de gourdes, dont 22 en ressources nationales et 18 en aide étrangère. Les structures des télécommunications, facteurs importants du développement, ont été renforcées de façon appréciable. La CAMEP, de son côté, a réalisé des travaux d'envergure pour augmenter la quantité d'eau potable disponible et en assurer une meilleure distribution dans la capitale. Un grand dossier d'études et de projets figure au canevas de travail du département des travaux publics pour les mois à venir. Il couvre entre autres, le drainage de Port-au-Prince, la construction du boulevard de la Saline, l'érection du marché de la Croix des Beaux-Salles et l'asphaltage des rues dans certaines agglomérations urbaines de province. Cette politique de l'environnement s'est étendue à l'encadrement des conseils communautaires afin d'en stimuler la créativité dans l'aménagement de leur milieu et la production toujours plus élargie de biens d'usage et de consommation. Peuple haïtien, si, dans mon message du 22 septembre 1979, j'ai accordé une place prépondérante au secteur agricole, c'est parce que je demeure convaincu que la performance enregistrée jusqu'ici dans ce domaine n'accède pas encore à la vitesse de croisière de l'économie nationale. Le bilan des activités du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural atteste sans doute d'une dynamique axée sur la promotion de la classe paysanne. Néanmoins, le mouvement coopératif et l'action communautaire, base sur laquelle doit s'ériger l'édifice d'une agriculture capable d'être réconciliée avec les objectifs de promotion économique et sociale du paysan haïtien, mérite une plus grande attention. L'insertion de nos planteurs dans le courant de la modernité, compte tenu de notre régime foncier, ne peut être réalisée en dehors des structures d'organisation coopérative ou paracoopérative, seules aptes à conditionner la formation des leaders, l'introduction massive et harmonieuse des technologies améliorées au moindre coût, ainsi que la planification de la production et de la commercialisation. C'est pourquoi j'ai instruit le titulaire du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural d'entreprendre des démarches urgentes destinées à relancer le mouvement coopératif. Il va de soi que la refonte du cadre institutionnel de ce ministère est un préalable à nos ambitions. Tout en satisfaisant les légitimes aspirations
des populations concernées. Cette stratégie devra se conformer aux exigences de l'accélération du développement agricole et de la croissance économique. Les 1410 hectares irrigués, des plantations de 600 hectares de café, de 250 de cacao, les 600 croisements de bovins enregistrés, les 123 hectares de terres reboisées, les 110 600 mètres de canaux contours, les 25 000 poussins mis à la disposition des petits éleveurs, le million d'alevins distribués à travers le réseau de bassins piscicoles, les quelques 3 millions de gourdes investis à partir du Bureau de crédit agricole, l'assistance à 186 conseils communautaires, la formation de 130 leaders paysans qui ont également diffusé de nouvelles connaissances à quelques 3 680 exploitants agricoles, sans oublier l'excellent programme permanent de production vivrière constitue certes un actif au crédit du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Toutefois, il convient de souligner que même à ce rythme, la croissance de notre production agricole ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs alimentaires ni de résoudre nos problèmes de développement qui, à long terme, risquent de s'amplifier. Mon plan d'action immédiate dans le secteur agricole vise donc l'augmentation globale des denrées alimentaires, celle des revenus des agriculteurs et la relance de l'emploi dans le monde rural, ce qui enrichira la diète alimentaire du peuple haïtien tout entier. Je m'en voudrais pourtant de ne pas faire ressortir que les perspectives d'avenir de notre agriculture s'annoncent des plus prometteuses. Notre optimisme puise sa raison d'être dans les nouvelles stratégies élaborées. J'ai instruit le responsable du département de l'agriculture d'étudier la mise en valeur des hautes terres déclivées afin d'élever le niveau de vie de leurs habitants tout en protégeant nos ressources en sol. Dans un futur pas trop lointain, l'effort gouvernemental dans le domaine de la recherche appliquée obtiendra pour nos techniciens la possibilité de mieux cerner la réalité multiforme de notre agriculture qui cherche encore sa voie à travers cette large gamme de paramètres bioécologiques d'un territoire caractérisé par de fortes pentes, un climat erratique et une insuffisance des eaux de surface. Dans le cadre de la révolution économique engagée sur différents fronts par le gouvernement de la République, nos espoirs pour un lendemain meilleur se fondent aussi sur la promotion de l'industrie minière et l'exploitation rationnelle de nos ressources énergétiques. En exécution de la politique prévue pour le secteur minier, il a été entrepris une campagne très poussée de reconnaissance et de prospection générale à l'échelle du pays. De même, des dispositions ont été adoptées pour stimuler les investissements tant nationaux qu'étrangers. Au cours de l'année 1979, face à l'aggravation de la crise énergétique mondiale, des efforts particuliers ont dû être consentis dans la recherche et le développement des sources non conventionnelles d'énergie telles la géothermie, la bioénergie, l'énergie solaire.
un accord a été signé avec l'Organisation latino-américaine de l'énergie pour la participation de notre pays à des travaux régionaux de reconnaissance géothermique. La première phase de ces travaux, commencée en juillet dernier, a déjà abouti à des résultats encourageants quant à l'existence en Haïti d'un potentiel géothermique à moyenne et basse enthalpie. Un autre accord avec la République fédérale d'Allemagne nous permettra, à partir de janvier de la présente année, de commencer les forages en vue de préciser le tonnage du gisement de lignite de Maïsane, estimé en fonction des travaux de prospection préliminaires à environ 40 millions de tonnes. Les recherches au laboratoire du département des mines et des ressources énergétiques se sont intensifiées pour la mise au point d'un combustible artificiel de substitution au charbon de bois et au bois utilisé comme combustible dans la petite et moyenne industrie. En ce qui a trait à l'énergie solaire, les techniciens du département des mines et des ressources énergétiques ont conçu et réalisé un séchoir solaire parallèlement à l'expérimentation des fours, chauffe-eau et distillateurs solaires fabriqués en Afrique. Dans le domaine de la recherche pétrolière, les techniciens haïtiens et étrangers se sont astreints à l'analyse et à l'interprétation des données de prospection et de forage recueillies au cours de la première phase des recherches préparatoires à une nouvelle campagne de prospection géophysique dans la partie centrale du pays. Ces travaux seront menés par la Anschutz Overseas Corporation, avec laquelle un contrat pétrolier a été signé, faisant suite à la forclusion de celui qu'il y a l'État haïtien à la compagnie IDECA qui n'a pas pu honorer ses engagements contractuels. Pour les minéraux métalliques, la prospection générale de la partie nord du pays a été achevée. Les travaux d'évaluation des gîtes de Douvray et Blondin au sud de Terrier-Rouge, de même que les chantiers de Montorganisé et de Vallière, opérationnels depuis un an, se sont poursuivis suivant le calendrier prévu. Plus de 5000 mètres de forage ont été réalisés et les échantillons recueillis sont analysés au laboratoire du département des mines et des ressources énergétiques. Un nouvel objectif, or, cuivre, argent, a été mis en évidence du côté de la Grande Rivière du Nord sur la base des données géophysiques et géochimiques. 550 000 tonnes longues de minerais secs de bauxite ont été exportées du port de Miragoâne. La prospection de la bauxite en dehors de Miragoâne se poursuit en tenant compte des possibilités de son utilisation à des fins non métalliques. En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l'accent a été mis sur la reconnaissance des indices d'argile, de sable siliceux et de japs. Les travaux d'évaluation des indices de sable bitumeux de la Grand'Anse ont commencé au mois d'octobre 1979 par une reconnaissance géologique de surface et le percement d'une route d'accès au site. Après 2 années de prospection, les premières carrières de marbre ont été ouvertes dans la région des Gonaïves. Dans un effort conjoint du secteur public et du secteur privé, l'installation d'ateliers de traitement actuellement en cours
permettra la commercialisation du produit fini dans un avenir très proche. L'éclosion de cette nouvelle industrie apparaît comme un symbole de la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé national dans la lutte contre le sous-développement. Il est évident, haïtiens mes frères, que cette politique recherche le plein emploi et l'autarcie alimentaire. Et mes démarches de santé procèdent de la même volonté de régénération nationale. Dans les établissements de santé de Port-de-Paix, d'Aigues-Naïves, du Cap-Haïtien, de Saint-Maur, de Hinche, de Jacmel, d'Écailles ou de Jérémie, d'importantes modifications ont été opérées, allant de simples réparations à l'addition de nouveaux services ou à la rénovation complète, où vient d'être inauguré un complexe chirurgical de 3 étages pourvu de matériel et d'un équipement moderne. De même, la majorité de nos hôpitaux de district disposent actuellement d'ambulances, d'appareils de radiographie et d'une salle d'opération. Le programme de régionalisation médico-sanitaire entrera cette année dans sa phase de prestation effective. Avant la fin de ce mois, seront mis en service dans le seul district sanitaire de Miragouane les nouveaux édifices de l'hôpital de Miragouane, du centre de santé avec lit d'Aquin, le centre de santé avec lit de Fort-Liberté, qui se veut à juste titre un exemple de ce que le mouvement communautaire, l'État et l'assistance internationale peuvent réaliser quand ils coopèrent au relèvement socio-économique d'une collectivité. Par ailleurs, il est très probable qu'avant la fin d'octobre 1980, les populations du Nord et du Sud reçoivent des soins de santé plus élargis. Les 4 autres régions sanitaires de la République seront prochainement pourvues. Des travaux de réaménagement et d'agrandissement sont en cours au local de la faculté d'odontologie, où seront installées bientôt 35 colonnes dentaires ainsi qu'un équipement complet de laboratoire. Les activités de diverses sections de la division d'hygiène familiale ont été intensifiées et ont permis d'étendre les programmes de planification familiale et de protection materno-infantile. Les activités de cette division se sont intégrées au plan national de santé. Des vaccins ont été distribués, des visites domiciliaires effectuées, des données épidémiologiques collectées pour bâtir une meilleure carte de surveillance sanitaire. Le pouvoir judiciaire, garant du contrat social, suit avec fidélité le rythme de croissance de notre société. C'est ainsi que pour plus d'efficience et d'efficacité s'opère le rajeunissement des cadres pour une meilleure et plus dynamique distribution de la justice. Des séminaires de recyclage adaptent les notaires, les juges de paix, les officiers d'état civil aux nouvelles conditions du pays haïtien. Quant aux archives nationales, mémoire officielle de notre peuple, elles se mettent à l'heure du développement. L'institution s'équipe au fur et à mesure de moyens modernes aptes à lui assurer la conservation
et l'utilisation rationnelle des documents qu'elle détient. Par ailleurs, alarmé par de nombreuses plaintes fondées sur des dépossessions arbitraires, le département de la justice, suivant mes instructions, s'est attaché à rétablir dans leurs droits et prérogatives les propriétaires indûment spoliés. La commission présidentielle agraire permanente s'est vue soumettre 258 affaires en 1979. 206 d'entre elles ont été évacuées. Les 52 autres sont en cours d'examen. Dans la vallée de l'Artibonite, l'administration générale des contributions s'est référée à cette commission pour 260 dossiers et l'instance a reconnu valables les titres de 67 parcelles. De judicieuses mesures législatives sont venues renforcer notre environnement juridique pour une harmonisation encore plus accentuée des rapports sociaux. Je pense au décret du 29 mars 1979 réglementant sur de nouvelles bases la profession d'avocat, à la loi du 26 juillet 1979 modifiant l'article 48 de la loi du 5 septembre 1951 sur l'appel en matière pénale, à la loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la loi du 6 septembre 1979 instituant à Port-au-Prince le tribunal spécial du travail, au décret du 28 septembre 1979 créant dans la juridiction de Port-au-Prince un 4e cabinet d'instruction. Mes démarches gouvernementales d'ouverture et d'intelligente justice sociale ne peuvent souffrir que la femme haïtienne soit encore assujettie à des restrictions aberrantes. Si, pour l'accession d'une de nos concitoyennes à la magistrature, l'année 1979 a marqué une solennelle et expressive étape de l'évolution de ses droits, 1980 comptera prestigieusement dans sa marche vers une libération totale et définitive. La commission de refonte des codes haïtiens travaille à des projets de loi tendant à changer et à améliorer le statut légal de la femme haïtienne. L'an dont nous sommes au 2e jour accélérera la réalisation de l'Institut des hautes études juridiques et de la Chambre des notaires d'Haïti. Les lois organiques y relatives seront bientôt élaborées. Dans mon optique de justice et de promotion, j'ai confié au ministère des Affaires sociales la mission de défendre ma stratégie du développement économique et social, de défendre les intérêts sociaux des travailleurs et de poursuivre les objectifs d'emploi de mon programme de gouvernement. Ma politique tend vers la modernisation des structures et des fonctions humaines de l'administration publique du travail, la mobilisation des ressources humaines et la participation systématique des divers groupes d'intérêt dans la formulation, l'élaboration et l'exécution des décisions en faveur de la productivité et du bien-être généralisé. J'ai noté avec satisfaction que l'année 1979 a été marquée
par une affirmation accrue de la conscience ouvrière, une plus grande harmonie dans la relation entre le patronat et le salariat et une médiation plus ouverte et plus active de l'administration publique du travail. Ces conquêtes sociales qui marquent de façon irréversible la démocratie haïtienne et lui confèrent un statut exemplaire seront intensifiées par un vigoureux effort de modernisation des structures et des fonctions du ministère des Affaires sociales. La réorganisation du service de l'inspection générale et de la main-d'œuvre permettant ainsi d'améliorer la connaissance scientifique du milieu industriel et d'aménager des possibilités d'intervention ponctuelle dans les relations de travail. Ma politique de l'emploi étant corrélative d'un système de sécurité sociale adapté aux conditions socio-économiques du milieu haïtien, j'ai décidé de regrouper l'Office d'assurance accident, maladie, maternité, l'Office national d'assurance vieillesse, l'Office national du logement, l'Institut du bien-être social et de recherche dans une entité organique cohérente dotée des moyens matériels et techniques adéquats. L'imposant bâtiment de la Direction générale de la sécurité sociale concrétisera dans le béton cette dimension fondamentale de ma gestion des affaires de l'État. De concert avec son effort d'industrialisation, mon gouvernement a procédé, par le canal de l'Office national d'artisanat, à un inventaire de la production artisanale et des matières premières, à l'introduction de nouvelles branches de production, à la fourniture de matériel, d'assistance technique et de formation professionnelle aux organisations artisanales déjà établies. L'année 1980 sera marquée par la mise en marche d'une politique élargie d'assurance maladie et maternité, par des mesures de protection accrues en faveur des ouvriers industriels et agricoles, par la construction accélérée de logements sociaux à Port-au-Prince, dans la ville de province et dans l'arrière-pays, par une assistance de grande envergure aux catégories sociales marginales des villes et des campagnes. Je ne cesserai, dans le présent et dans l'avenir, d'insister sur l'importance que revêt pour ma révolution économique une politique sociale d'avant-garde soucieuse de l'affirmation de notre identité culturelle et génératrice d'innovation technologique. C'est là une responsabilité et un engagement auquel je convie tous mes concitoyens et mes concitoyennes. Mon gouvernement, qui considère l'éducation comme l'un des principaux leviers du développement, a accordé à ce secteur toute son attention. Face aux besoins immédiats de masse de l'arrière-pays, mon gouvernement a su imposer cette dynamique à un vaste plan d'action. En effet, pour réduire les inégalités d'accès à l'éducation, 5 innovations ont été introduites dans notre système éducatif. La définition de notre programme d'enseignement, du profil d'entrée et de sortie de l'écolier haïtien. L'introduction d'un programme de pré-apprentissage, l'accès par la grande porte du créole haïtien à côté du français comme langue d'enseignement dans nos écoles. La suppression des examens officiels
du certificat d'études primaires. Les augmentations de l'ordre de plus de 60% accordées aux instituteurs et qui élèvent leur salaire de base de 300 à 500 gourdes. Peuple haïtien, je prends plaisir à souligner également que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget de l'éducation dépasse celui de la défense. Toutes ces dispositions ont été prises afin de concrétiser les objectifs prioritaires du plan quinquennal 1976-1981. En effet, entre 1980 et 1982, plus de 170 écoles primaires auront été implantées en zone rurale et 20 seulement en zone urbaine grâce à des projets financés par des prêts de l'AID et de la BID. Ajoutons-y celles édifiées par les communautés para-urbaines et les établissements fondés à partir de ressources tirées du budget national et de l'assistance bilatérale. Tandis qu'en 1976-1977, 572 625 élèves fréquentaient les institutions de la République, en 1978-79, il a été enregistré 659 249. Mais mon gouvernement entend que la projection faite dans le cadre du plan quinquennal soit respectée. Aussi, à la fin de l'année 1980-1981, 695 931 jeunes pourront jouir des bienfaits de l'instruction. À partir du nouvel organigramme voté par l'Assemblée nationale en septembre dernier, j'ai doté les responsables de l'éducation de moyens susceptibles d'assurer un meilleur fonctionnement du système et de tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès de nos écoles en 1980 et 1990 à 9% d'enfants de plus chaque année et en 1990 et l'an 2000 à 7,5% d'enfants de plus. Actuellement, plus de milliers de jeunes d'âge scolaire suivent le soir des cours d'alphabétisation, se familiarisent avec le développement communautaire, écoutent les émissions de la radio éducative et reçoivent une formation dans les techniques artisanales. 5 000 enseignants des secteurs publics et privés sont préparés en vue de l'application du nouveau programme. Au niveau de l'enseignement secondaire, pour absorber le taux toujours croissant de la clientèle, mon gouvernement a décidé de construire 7 lycées d'une capacité minimum de 2000 élèves chacun. Capitale là, donc tout invité à courir à prendre place là, dans ranch président qui dans quoi des bouquets, là par exemple une chaîne réception. Donc nous capables d'espérer toujours parce que toute bagaille déjà sur place, donc tout invité déjà dans place yo, donc tout technicien déjà bien préparé, caméraman yo là avec jeu fixé sur public là. Donc nous des caméras dehors, capitaine les chefs d'état apparaître pour mettre nous vivre, pour mettre nous ouais qui Jean Nosta va commencer là, donc avec Marine Nosta et Parine Nosta bon côté li, avec tout témoin et plusieurs parents de jeunes mariés. Donc non seulement nous avons une caméra dehors, nous avons une caméraman en dedans tout, enfin nous avons une idée de que ça là déjà bien rempli. Donc tu as les constats, paraître, couple apparaître là, donc nous avons déjà connu parce que cloche yo pral prend chaîne et que c'est tout pays à cloche yo pral fin déborder, la machine a klaxonner, pas de petit défi en l'air, donc c'est une journée que tout le monde à la ronde bade tap tan. Journée jeudi ça fait la joie dans que tout le monde à la ronde bade.
Merci, Willio. Ajoutons à ces commentaires que 40 années ont passé depuis le jour faste de la consécration de la basilique Notre-Dame. Durant ces 4 décennies, le temps et pourquoi pas les perturbations atmosphériques, disons-le, les perturbations inexorablement ont fait leur œuvre, creusant des rides profondes au visage de cette basilique, au visage de notre église métropolitaine, la mutilant ça et là, dévastant ses admirables verrières. Et donc, semblait que ça va prendre temps que le président AVPI, ensemble avec fiancée, Mme Michel Bennett, semblait qu'il pour apparaître là dans la cathédrale. Mesdames, Messieurs, les sons des sirènes vous parviennent peut-être sur votre poste. Et ici, vous avez une vue de l'extérieur de la capitale, de la cathédrale, pardon. Et voilà le grand moment arrivé. Vous entendez les sirènes du cortège qui arrive. Les premières voitures en tête du cortège arrivent devant la basilique Notre-Dame pour ce grand jour du 27 mai 1980. Ce jour qui va marquer les annales du peuple haïtien. Et c'est maintenant l'arrivée du cortège présidentiel. Donc, suivant le protocole, le chef de l'État arrive en premier lieu accompagné de sa mère, qui est aussi sa marraine. En second lieu, arrivera dans quelques instants Mme Michel Bennett au bras de M. Edner Brutus. Oui, voilà ce que prévoit le protocole. Pour le moment, le chef de l'État qui descend de sa voiture et qui est accompagné de Mme François Duvalier, la première dame de la République, qui est d'ailleurs sa marraine. Ces deux personnalités qui font leur arrivée à la cathédrale de Port-au-Prince. Une minute après, suivant le protocole, viendront ici Mme Michel Bennett, qui sera, elle, dans les pas de M. Edner Brutus, ex-secrétaire d'État des Affaires étrangères, d'ailleurs, qui est le parrain. Le chef de l'État et la première dame de la République viennent donc renforcer le groupe composant déjà le cortège nuptial qui se trouvait à l'extérieur de l'église sous la grande voûte mise en place, la grande coupole qui a été instaurée juste en avant de la cathédrale afin d'apporter. Voilà donc cette minute est écoulée. Voilà donc Madame Michel Bennett qui descend pour le moment de sa voiture et qui est accompagné de l'ex-chancelier M. Edner Brutus. Madame Michel Bennett, que vous allez revoir encore sur le petit écran, évidemment, qui est pour le moment en arrière-plan. Vous allez la revoir sur le petit écran. Va faire son entrée avec le président de la République à l'intérieur de l'église. Pour le moment, les honneurs militaires. Voilà, et le cortège se forme. En avant, c'est maintenant devant la cathédrale, le curé de la cathédrale métropolitaine de Port-au-Prince et le Monseigneur Jean-Noël va accueillir le couple présidentiel. Le cortège se forme en premier plan. Si nous avons regardé à côté fiancé chef d'État, nous voyons le chef protocole là, M. Yves Massillon, donc qui est à droite, nous sommes c'est ancien chancelier haïtien, c'est M. Edner Brutus. Après, nous sommes le général brigade là, c'est général Gracia Jacques. Donc, quand on a regardé ces lignes, on a regardé sur l'écran là qui a entré et sortant de toute assistance là, tout invité à mettre au debout pour ouéter chapeau devant le couple là. Donc, nous avons regardé là, donc, qui est Pawasta, c'est Père Jean-Noël qui a conduit. Donc, nous avons regardé non seulement nous, général Gracia Jacques, et puis derrière, nous, président AVPI qui nommé Mamani, Madame Première Dame République qui en même temps marraine Nosla. Donc, nous avons tout le monde qui a campé pour saluer le couple là. Apportons quelques précisions. La mariée porte une robe organza avec un magnifique bouquet de muguet. Sa coiffure a été réalisée par Julio Prisca pour Carita de l'Institut de beauté de Paris. Splendide, rayonnante, la mariée au bras du parrain de noces.